Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 10 novembre 2011. Bonsoir à tous. Fébrilité en Europe. Bruxelles, pessimiste sur la croissance de la zone. Ce soir, l'agence de notation Standard & Poor's a diffusé par erreur un texte annonçant la dégradation de la note de la France. Au Sénat, dans le domaine budgétaire comme de la sécurité sociale, la gauche détricote méthodiquement les textes votés à l'Assemblée. Dans la Haute Assemblée, la nouvelle majorité échafaude son contre-projet dans la perspective de la présidentielle. Et puis, l'hiver, pas si lointain, à l'origine de nombreuses interrogations. Doit-on craindre de passer donc l'hiver à la bougie, faute d'approvisionnement électrique suffisant? Ce sera l'objet de notre débat de ce soir à 19 h. Nous recevrons par ailleurs l'historien Jean-Noël Jeanneney, à la veille bien sûr de la commémoration du 11 novembre. C'est bien le doute qui s'empare désormais de la zone euro. Hier, la Grèce, aujourd'hui l'Italie, demain peut-être la France. La crainte d'un effet domino a monté d'un cran aujourd'hui après les perspectives sombres des instances européennes où l'on parle désormais presque ouvertement de possibilités de récession. Seule éclaircie dans un ciel bien chargé, la nomination aujourd'hui en Grèce d'un nouveau Premier ministre, Aurélien Romano. C'est lui, le nouveau visage de la Grèce, Loukas Papademos, nommé Premier ministre après de longues tractations. Il va devoir former un gouvernement et surtout appliquer les mesures drastiques promises à l'Europe pour réduire la dette. La Grèce, sortie de l'impasse politique, c'est au tour de l'Italie d'être dans la tourmente. Silvio Berlusconi a fini par tomber, mis en minorité au Parlement. Mario Monti est pressenti pour lui succéder et former un gouvernement d'union nationale. Pourtant, rien ne garantit que cet ancien commissaire européen remplacera le Cavaliere ce week-end après l'adoption des mesures de rigueur, ce qui attise les inquiétudes. Personne ne comprend exactement qui va émerger comme dirigeant et quand. Et je pense que cette confusion induit à une plus grande volatilité. Cette volatilité se traduit sur les marchés. Le taux d'intérêt auquel l'Italie emprunte s'est envolé. Mercredi, il a brièvement passé la barre des 7%. Contre 1,7 pour l'Allemagne. 1900 milliards de dettes italiennes, c'est 5 fois plus que la Grèce. La chute de la troisième économie de la zone euro pourrait emporter la monnaie unique et ses proches voisins. Principale crainte, l'effet domino, c'est maintenant vers la France que tous les regards se tournent. Avec 1700 milliards de dettes, le pays est sous surveillance malgré les plans de rigueur. Les mesures annoncées par la France récemment sont importantes. Ceci implique surtout pour ce qui concerne 2013, des mesures supplémentaires pour corriger son déficit public excessif. Déjà, l'écart entre les taux d'intérêt français et allemands a atteint des niveaux records. La France devra apporter d'autres gages pour conserver son triple A. L'actualité politique centrée aujourd'hui sur le Sénat avec d'abord cet échec cet après-midi de la commission mixte paritaire sur le texte prévoyant un encadrement militaire pour les mineurs délinquants. Une nouvelle lecture donc de la proposition de loi d'Éric Ciotti devra avoir lieu. Je vous rappelle que la Haute Assemblée avait rejeté cette disposition. Nicole Bricq, la rapporteure générale du budget au Sénat, l'avait promis, il y aura bien un contre-projet budgétaire de gauche discuté au Sénat. Il est actuellement en cours d'élaboration dans le cadre des commissions. Mais déjà, la discussion sur le budget de la sécurité sociale est bien révélatrice de cette volonté de la gauche d'imposer de nouveaux choix. Les exemples sont nombreux. Dernier en date, ce matin, en séance, Delphine Girard. L'estocade a été portée ce matin en séance, en refusant de baisser les indemnités journalières d'arrêt maladie, comme le souhaitait le gouvernement, et de reporter leur versement à 5 jours au lieu de 4. La nouvelle majorité de gauche du Sénat a poursuivi son travail de détricotage du budget de la sécurité sociale. Nous sommes, Madame la Ministre, véritablement au cœur de ce qui fait la différence entre vous et nous dans la façon d'appréhender notre système de protection sociale, de le protéger et de le développer. À vous entendre, finalement, la vertu est à gauche et le vice est à droite. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est précisément parce que nous voulons protéger notre modèle social que nous devons prendre des mesures de réduction, de maîtrise des dépenses de santé. Suppression de la fiscalisation des heures supplémentaires, suppression du doublement de la taxe sur les mutuelles, même si le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale et à la majorité présidentielle. Depuis lundi, les sénateurs de gauche ont voulu imprimer leur marque sur ce texte.
Nous pouvons avoir des objectifs, nous aussi, tout à fait responsables de maîtrise des déficits, de maîtrise des dépenses, tout en gardant la sécurité de l'accès aux soins pour l'ensemble de nos concitoyens. Après cette semaine difficile pour le gouvernement, le bras de fer devrait continuer la semaine prochaine avec l'examen du projet de loi de finances pour 2012, un texte lui aussi profondément remanié par la nouvelle commission des finances du Sénat. Oui, et c'est une décision qui devra être intégrée au futur budget de l'État. La suppression aujourd'hui, en tout cas annoncée, de la taxe sur les chambres d'hôtel à plus de 200 € la nuit. Ainsi en a décidé Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au tourisme. Cette taxe avait été mise en place le 1er novembre de ce mois. Et toujours en matière de logement, les associations s'occupant de mal logement, cette fois, manifestaient ce midi devant le Sénat. Leurs représentants ont été reçus par Jean-Pierre Bel. Le président du Sénat déposera début décembre un texte visant à faire du logement une priorité nationale. À nouvelle majorité, nouvelle méthode, et c'est vrai que ces derniers temps, dans l'hémicycle, les séances ont tendance à s'allonger parfois très tard dans la nuit. Alors des sénateurs s'interrogent sur les conséquences de ces nouveautés du calendrier parlementaire. Thomas Raguet. J'aimerais donc savoir s'il y a des dispositions à prendre pour essayer de réduire ces séances de nuit qui sont, à mon avis, coûteuses pour le contribuable et dommageables pour la qualité de nos travaux de parlementaires. Des séances qui s'allongent et des sénateurs qui s'interrogent. Avec près de 94 heures de séance depuis le 1er octobre, dont près de 10 heures au-delà de minuit, la Haute Assemblée ferait-elle dans la surenchère? Je ne veux pas supprimer les débats, mais je pense qu'ils peuvent être peut-être organisés différemment. Et alors, est-ce que ça coûte plus cher la nuit ou que le jour? J'en sais rien, mais j'ai posé cette question-là. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de différence de coût entre une séance de jour et une séance de nuit depuis la réforme de l'année dernière. Depuis le 1er janvier, les heures de nuit des 1000 fonctionnaires du Sénat sont forfaitisées. Auparavant, ces heures pouvaient coûter très cher au Sénat. En 2009, l'ancienne présidence avait ainsi décidé de lever la séance à 23h55. Le Sénat se vidait aux 12 coups de minuit et 140 000 € par heure de travail nocturne étaient ainsi économisés. Depuis l'annualisation, plus de problème. Mais une question demeure. Le travail de nuit nuit-il au travail des sénateurs? On n'arrête pas de faire des nuits. Sincèrement, on peut tout faire. Mais moi, je me suis retrouvé la semaine dernière à 4 heures du matin ici. Vous n'êtes plus frais. Pour la majorité sénatoriale, la réponse est claire. Il reste peu de temps pour siéger. On sait très bien qu'en plus cette année, ça va se finir fin février, la session, puisqu'il y a les élections. Il faut qu'on travaille quand même un peu cette année. Donc, même si aujourd'hui on est un peu plus mobilisé, c'est parce qu'ensuite il n'y aura pas de session. La séance reprendra sans doute après les législatives pour une session extraordinaire, rompant ainsi l'ennui d'une coupure de plus de 4 mois et renouant très certainement avec le travail de nuit. C'est sans doute le chiffre du jour, 3980, le nombre de tués sur les routes depuis un an, un chiffre tombé sous la barre symbolique des 4000, le niveau le plus bas depuis l'après-guerre, a insisté aujourd'hui Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Doit-on craindre un blackout électrique en cas d'hiver rude et précoce? La question hante les responsables des réseaux électriques français, une inquiétude renforcée par l'abandon de la filière nucléaire en Allemagne. Alors, si la France reste fidèle à l'énergie de l'atome, elle n'en démantèle pas moins de vieilles centrales. C'est le cas par exemple à Brennilis, c'est dans le Finistère. Avant d'accueillir nos invités, regardez ce reportage, il est signé Alexandra Colino. Brennilis, dans le Finistère. La centrale construite dans les années 60 n'est plus qu'un gros bloc de béton abandonné dans la campagne. Elle ne fonctionne plus depuis 1985. Son démantèlement, le premier en France, devait être un exemple. Commencé il y a 20 ans, il n'est toujours pas achevé. Après 4 ans d'interruption, il doit reprendre dans quelques jours. Aujourd'hui, on s'attelle effectivement à mobiliser nos équipes, à planifier de manière fine les opérations pour cette reprise. Le coût du démantèlement avait été estimé à 20 millions d'euros. Il se chiffre aujourd'hui à 482 millions d'euros. À l'origine, une suite d'erreurs et d'imprévus, car la France, comme les autres pays d'Europe, ne maîtrise pas ce genre de travaux. Pour l'instant, la France et d'ailleurs tous les autres pays qui ont opté pour l'option nucléaire tâtonnent encore un petit peu sur chantier. C'est-à-dire qu'on lance des expérimentations, des grands chantiers. Et on essaye de voir les retours d'expérience pour affiner un petit peu les chiffrages. Depuis, plusieurs rapports ont essayé d'estimer le coût d'un démantèlement total des centrales françaises. La Cour des comptes le chiffre à 43 milliards d'euros.
EDF a déjà provisionné 20 milliards d'euros. Il lui reste 30 milliards à approvisionner d'ici 20 à 30 ans. À l'heure actuelle, 9 réacteurs nucléaires sont concernés par le démantèlement. Voilà, ça va coûter cher tout ça si ça doit se faire. Nous ont rejoint sur notre plateau Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, que je remercie d'être là ce soir. Bonsoir. Et Ronan Dantec, un nouveau visage du Sénat. Vous êtes élu depuis peu, depuis septembre. Nouveau sénateur donc, Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, cet hiver fait l'objet de pas mal de craintes des responsables des réseaux électriques européens et français. Est-ce qu'on va passer l'hiver à la bougie, Ronan Dantec, cette année? Non, on ne passera pas l'hiver à la bougie. Moi, j'ai l'impression qu'on nous fait le coup de la panne. On nous l'a fait à chaque fois qu'il y a un débat réel et une remise en cause de cette aberration économique qui a été le choix du tout nucléaire en France. Ça me rappelle ma jeunesse, puisqu'on parlait de Brennilis. Moi, je suis né à Brest et j'avais 15 ans en 78 au moment de la grande panne. Et j'étais un fan de Claude Villers à la radio. Et je me rappelle encore de l'édito de Claude Villers qui nous disait « Mais cette grande panne, puisqu'à l'époque, avec Plogoff, on remettait des gens en cause le choix du nucléaire, est-ce que c'est pas justement pour nous faire passer le goût du débat sur la sortie du nucléaire ?» Et j'ai quand même l'impression qu'on y revient, avec quand même un bémol. Par exemple, Éric Besson se veut rassurant, un peu comme il l'était au lendemain de Fukushima. Malheureusement, les faits lui ont donné tort. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un paradoxe. On nous a vendu le nucléaire en France en nous disant c'est l'indépendance de la France. Et puis quand nos voisins, tous nos voisins, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, sortent du nucléaire, ben nous on passe plus l'hiver. Alors on nous a vendu le nucléaire parce que c'était l'indépendance, et finalement on s'aperçoit qu'on est toujours dépendant de nos voisins. Alors Fabienne Keller, ça va être la faute de l'Allemagne s'il y a des coupures d'électricité dès lors que l'Allemagne va supprimer 8 centrales sur ses 17 centrales nucléaires. En fait, elle en a déjà arrêté 4 jours après Fukushima. 7 réacteurs, et elle en annonce encore plus donc pour 2022, autant qu'il serait fermé. Un commentaire sur Éric Besson, j'ai pas les mêmes souvenirs que lui, c'est un peu loin, mais c'est vrai. Le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie donc craint la panne cet hiver. C'est vrai qu'en soirée, quand il fait froid, en hiver, qu'on a besoin de tous les éclairages, qu'on met en route nos machines à laver, nos fours et nos appoints, nos chauffages d'appoints électriques. Beaucoup de gens sont au chauffage électrique. Cela représente une demande, un appel sur le réseau électrique considérable. Nous sommes moins confortables cette année que les années précédentes, compte tenu du choix de l'Allemagne. C'est un fait. Mais il faut amener un peu de sérénité dans ce débat, parce qu'il s'agit de gérer l'approvisionnement énergétique de la France et de l'Europe. Ce serait bien de le gérer à cette échelle-là. Pour les 10 et 20 ans à venir, je crois qu'il y a un accord sur le fait que le nucléaire n'est pas la solution à tout. Comment s'orienter vers de nouvelles énergies, comment épauler l'industrie, comme l'Allemagne le fait très fortement. Ils ont vraiment tout de suite pris des mesures, par exemple sur l'acier, pour avoir un prix raisonnable pour les éoliennes, sur l'ensemble des réseaux, pour en construire de nouveaux. Enfin, comment on gère cette transition et comment on va faire aussi pour payer une électricité plus chère, puisque les Allemands le payent 50 à 100% de plus que nous, dès aujourd'hui. Vous nous dites quand même, Fabienne Keller, qu'on ne pourra plus importer aussi facilement de l'électricité de l'Allemagne. Ah ben c'est clair. Nous alimentons l'Allemagne en énergie de fond. Les centrales nucléaires produisent de l'énergie tout le temps. C'est comme ça, c'est le principe même de la réaction nucléaire qui l'impose. Les Allemands nous aident avec leurs centrales plus ponctuelles, thermiques, classiques. En cas de pic de consommation. À gérer la pointe. Ces accords vont être décalés. Nous n'avons plus les mêmes assurances. Peut-être qu'une panne sera une prise de conscience qu'il nous faut tous être plus sobres dans notre usage de l'électricité. Ronan Dantec, si on démantelait le nucléaire en France, si on sortait du nucléaire, c'est votre souhait bien entendu, est-ce qu'on aurait des problèmes d'approvisionnement énergétique en France? Est-ce que les pannes seraient plus nombreuses, étant entendu que l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque est encore aujourd'hui peu développée en France? Oui, mais 1600 mégawatts d'éolien qui doivent éviter la panne. C'est Éric Besson qui l'a écrit en se félicitant de la montée en puissance de l'éolien. On n'est pas dans une question binaire sur sortie ou pas du nucléaire sans regarder l'ensemble du contexte. Bien sûr, il faut sortir du nucléaire.
Et plus vite on se mettra en ordre de marche pour en sortir, moins la France risque le désastre industriel. Parce que rappelons quand même que le choix des 1000 milliards investis, le plan Messmer au début des années 70 sur le nucléaire, c'est ce que la France l'a payé, y compris sur sa sidérurgie. C'est-à-dire ça a séché la capacité de modernisation de l'appareil industriel français. Et ce qu'on risque aujourd'hui, c'est que demain, les Allemands, comme l'a dit Fabienne Keller, qui sont en train de faire le choix avec leurs industriels de l'alternative au nucléaire, seront peut-être justement demain en capacité de vendre en Europe et partout dans le monde l'alternative au nucléaire. Donc plus vite on décide d'en sortir, moins on risque le krach industriel et plus on créera d'emplois. Oui. En Allemagne, excusez-moi, l'alternative au nucléaire, c'est le charbon, c'est donc plus de CO2, c'est de la pollution aussi. Non, c'est l'Allemagne aujourd'hui met sur la table un projet à moins 40% d'émissions de CO2, là où la France est timide à moins 20%. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en Europe, ce sont les mêmes qui sont leaders sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur la sortie du nucléaire. Parce que c'est la même logique. La logique, c'est l'efficacité énergétique. Juste un chiffre là-dessus. En 75, en France, puisque Fabienne Keller en a parlé, on n'est pas sur du chauffage d'appoint. En 75 en France, à peu près 20% des logements, c'est du chauffage électrique. Aujourd'hui, c'est 66%. Et si on ne passe pas l'hiver, c'est parce qu'on a fait un choix absolument sans aucun sens économique du chauffage électrique. Et on se souvient des campagnes de publicité en faveur du tout électrique. Fabienne Keller doit connaître le cas mieux que moi. Mais Mulhouse, les fameux HLM de Jean Nouvel avec des gens qui ne peuvent plus payer leurs factures, c'est parce que c'est du chauffage électrique. L'enjeu aujourd'hui en France, c'est d'investir massivement sur l'isolation, sur l'efficacité énergétique et de sortir du chauffage électrique et du nucléaire. Fabienne Keller va vous répondre. Je suis complètement d'accord avec mon collègue sur l'objectif qui est de trouver des énergies renouvelables et de rééquilibrer notre mix. Mais il n'y a pas de bonne énergie. Moi, j'adore la phrase d'Hubert Reeves, la bonne énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. S'agissant de la priorité à l'électricité, c'est comme ça. La France a fait ce choix à un moment donné, après le choc pétrolier, pour des raisons stratégiques. La France est très largement orientée vers une électricité nucléaire. Donc la question, c'est de gérer la transition. On est d'accord. D'être plus sobre, parce que ça, c'est une des grandes clés. Ça, pour le coup, quand on économise, ça ne coûte rien aux gens. Ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, retrouver une forme de sobriété dans notre mode de vie, sans revenir à la préhistoire pour autant. Avoir une transition pragmatique. Et ça, l'État s'y est engagé. C'est le grand emprunt, dont plus de la moitié des montants sont dédiés à des démonstrateurs, sont dédiés à des investissements dans des entreprises et à des PME innovantes dans ce domaine. Mais c'est vrai que nous en avons moins que l'Allemagne et nous souffrons à cet égard d'une industrie de l'énergie qui est moins riche, même si dans les labos des universités, il y a plein de bonnes idées. L'isolation des logements est une priorité. Mais pour l'instant, c'est un coût. Il faut aussi que notre industrie de la construction puisse nous proposer à des coûts raisonnables, voire plus bas. Il faut que tout ça soit des nouvelles formes de construction. Absolument. Peut-être des formes de construction assez programmés, si vous voulez, des kits, des modules. Il y en a quelques-uns qui commencent à apparaître. Nous, on a un pôle en Alsace qui s'appelle Énergie Vie, qui travaille sur ces sujets et qui a proposé d'ores et déjà une maison à basse consommation et à un prix très raisonnable. C'est comme ça qu'on peut généraliser le modèle. C'est pas en dépensant toujours plus. C'est aussi par des mesures très fermes d'encouragement à l'éolien. Mais attention, obstacle des élus locaux, beaucoup de vos amis qui se sont opposés. De l'État, Madame Keller. Moi, j'ai un cas en Loire-Atlantique. Je ne vous ai pas interrompu, les élus locaux soutiennent et l'État. Beaucoup de vos amis qui se sont opposés aux éoliennes. Non, c'est pas mes amis. Le photovoltaïque, on n'est pas sûr encore des conditions de recyclage des panneaux. Donc soyons prudents. Et développons les savoir-faire dans tous ces domaines. 70 milliards d'euros d'endettement d'EDF, parce que la fuite en avant du nucléaire français, c'est de prendre des parts partout en Europe et dans le monde pour essayer de vendre des centrales, puisque le nucléaire français seul n'y arrive pas. Et ces 70 milliards d'euros, aujourd'hui, mettent en cause le service public d'électricité en France et ne nous permettent pas d'avoir les moyens financiers, à l'inverse de l'Allemagne. Il n'y a pas de bonne énergie. La clé en Allemagne. Il n'y a pas de bonne énergie. La clé en Allemagne. Et le nucléaire est dans certaines circonstances une réponse. Les Suédois sont en train de construire une centrale. C'est la mobilisation financière des banques régionales allemandes. C'est un modèle financier. La France a fait le choix du surendettement à cause du nucléaire. Aujourd'hui, et là on est d'accord, c'est-à-dire il faut sortir de cette aventure qu'était le nucléaire en bon ordre, en mobilisant notre appareil financier, en mobilisant notre appareil industriel, mais en disant stop.
C'est-à-dire, on ne peut pas continuer aujourd'hui. Si je peux me permettre de vous répondre, là-dessus, on est très raisonnable. C'est aussi un choix de société et il faut sur ce sujet avoir un débat très ouvert sur les avantages et les inconvénients des différentes énergies, sur le coût aussi que ça veut dire et les déplacements de pouvoir d'achat pour tous les Français. À nouveau, les Allemands payent l'énergie beaucoup plus cher que nous. C'est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude. En un mot, madame, messieurs, est-ce que finalement la situation n'est pas propice à engager, à encourager les gens à changer leur mode de consommation aussi? Absolument prioritaire. C'est ça la clé principale, c'est l'économie d'énergie, c'est marcher chaque fois que l'on peut, au lieu de prendre sa voiture pour des distances courtes, c'est économiser son chauffage, c'est avoir des attitudes plus vertueuses. On est d'accord sur le discours, mais il ne faut pas tromper les Français. On ne pourra pas tout faire. On ne peut pas continuer à financer l'EPR 6 milliards d'euros pour un seul réacteur et financer l'efficacité énergétique et le redéploiement industriel. Donc on est au moment du choix et ne pas faire le choix nous mettra dans une situation qui remettra en cause le service public de l'énergie parce que Brennilis le montre bien, il n'y aura pas plus cher que le nucléaire le jour où on cherchera à démanteler. Une stratégie qui protège nos emplois, notre économie et le pouvoir d'achat des Français. C'est bien ce que nous disons. Merci madame, merci monsieur d'avoir été avec nous ce soir. On en reparlera bien sûr de ce dossier nucléaire. Sachez à propos d'EDF que 2 responsables de sécurité du groupe de l'entreprise et même l'entreprise elle-même a été lourdement condamnée aujourd'hui pour espionnage informatique aux dépens de l'association écologiste Greenpeace. Alors commentaire cet après-midi de Cécile Duflot, il s'agit là, dit-elle, d'une faillite morale. C'est le terme employé par la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Demain, 11 novembre, les monuments aux morts seront fleuris dans toutes les villes et villages de France en l'honneur des morts de la Grande Guerre. Paris ne dérogera pas à la tradition, même si cette année, c'est la première fois, plus aucun poilu de 14-18 ne sera présent dans les cérémonies. Margot Briot. Le dernier poilu est mort et avec lui peut-être la traditionnelle cérémonie du 11 novembre. Dépôt de gerbes, marseillaise et tombe du soldat inconnu, la commémoration était jusqu'ici immuable, réglée dans les moindres détails et surtout à la mémoire des 1,4 million de poilus morts pendant la Grande Guerre. Mais pour le dernier 11 novembre de son quinquennat, Nicolas Sarkozy bouscule les conventions. Demain, c'est à tous les soldats morts pour la France qu'il rendra hommage. Afghanistan, Côte d'Ivoire, Liban ou Libye, c'est en particulier à ceux décédés au cours d'opérations extérieures qu'il adressera son discours. L'objectif de la présidence, un Memorial Day à l'américaine. Comme aux États-Unis, une seule journée de commémoration pour tous les vétérans de tous les conflits. C'est peut-être ce que deviendra le 11 novembre. Depuis plusieurs années, une réflexion est menée en ce sens. En juin dernier, une proposition de loi avait même été déposée à l'Assemblée nationale. Cette cérémonie à l'américaine, beaucoup d'anciens combattants sont contre, rejoints par les associations qui, elles aussi, s'opposent à une journée unique du souvenir. Nous a rejoint sur notre plateau de Public Sénat Jean-Louis Jeanneney, historien. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler du 11 novembre. Pour la première fois, je le disais, il n'y aura plus de poilus demain dans les cérémonies présents. Ils sont tous morts. Le dernier, il y a quelques mois à peine. Est-ce que ça change véritablement l'esprit de cette commémoration cette année? Cela peut changer quelque chose, mais pour un historien, il faut d'abord évidemment rappeler ce qu'a été le 11 novembre et son ambivalence d'entrée de jeu. Certes, cette date a ceci de fondamental, et cela peut conduire éventuellement à penser à une commémoration globale, que c'est la seule grande date nationale qui est d'unanimité. Songez-y, le 14 juillet, c'était un moment de combat pour les révolutionnaires. Les dates qui ont fondé la révolution de 48 ou la Troisième République, le 4 septembre, même chose. Même chose, et même en réalité le 8 mai, puisqu'il s'agissait en France de triompher du régime de Pétain et des collaborateurs. Alors voilà, avec le 11 novembre, une date qui est d'unanimité. C'est un premier point. Et l'autre point que je voudrais vous faire remarquer, c'est que d'entrée de jeu, quasiment, il y a eu une ambivalence du 11 novembre. C'était à la fois une liesse magnifique, on en avait fini avec la guerre et on avait gagné cette guerre, on avait triomphé. Un bonheur inouï. Et en même temps, instantanément, avec les veuves en noir sur les boulevards, avec le glas des églises qui pleuraient les morts des derniers morts et les morts de la grippe espagnole qui se mêlaient
aux cloches de la victoire. D'entrée de jeu, il y a eu cette ambivalence. Et je crois qu'on l'a constaté également dans les années qui ont suivi. Je sais qu'on l'a constaté dans les années qui ont suivi. Il a fallu attendre 3 ans pour que l'on se décide, pour que le Sénat, nous sommes au Sénat, accepte que le 11 novembre devienne une fête nationale chômée. Et assez vite, les anciens combattants ont fait évoluer sa signification d'une portée de victoire vers l'idée qu'il fallait, d'une certaine façon, rappeler le deuil, rappeler les horribles sacrifices, 1 400 000 morts, les horribles sacrifices qu'à la patrie avaient fait les combattants. Et au fond, cette ambivalence, pour ne pas dire cette ambiguïté, perdure et se retrouve, je pense, dans les débats d'aujourd'hui à propos de ce que vient de nous dire Nicolas Sarkozy. Alors demain, justement, Nicolas Sarkozy sera, comme à l'habitude, devant l'Arc de Triomphe pour honorer le soldat inconnu. Il rendra hommage à cette occasion à l'ensemble des morts, morts pour la France ou pour la liberté. Est-ce qu'on s'achemine progressivement vers une journée unique de commémoration, comme ça peut se faire par exemple aux États-Unis? Là, je vous parlerai comme citoyen et non pas comme historien, oui. Oui, on peut en débattre effectivement. Il est très important aux yeux de beaucoup que l'on rappelle ce qu'a été cette guerre en vérité sans pareil par le nombre de drames qu'elle a créés et qui a été la matrice de toutes les barbaries du XXe siècle. Ça, c'est le 11 novembre particulièrement. Et puis en même temps, quand le temps passe, on peut considérer effectivement que ce sont les douleurs. D'ailleurs, l'historiographie se préoccupe beaucoup plus des douleurs atroces qu'elle ne le faisait quand j'étais sur les bancs de la Sorbonne. Ce qu'a été cette souffrance inouïe, ces millions de veuves, ces quantités incroyables d'orphelins, le fait que toutes les familles ont été en fait frappées dans leur chair et dans leur tendresse. Alors ça, c'est unique d'une certaine façon, même si la Seconde Guerre mondiale était horrible aussi. Donc je serais assez attaché à ce que pendant un certain temps, on continue de célébrer le 11 novembre en tant que spécificité. Mais en même temps, on va évoquer l'anniversaire dans 3 ans de 1914. La mort de Jaurès, bien sûr, mais aussi le début de cette guerre effroyable, de ce qu'on continue d'appeler la Grande Guerre. Alors justement, 100 ans après, Jean-Noël Jeannet, que reste-t-il de perception de cette der des der, comme on disait, chez les jeunes générations aujourd'hui qui ignorent parfois même l'existence d'Adolf Hitler? C'est une des raisons pour lesquelles je serais attaché à ce que le 11 novembre, pendant un certain temps, demeure la célébration de la Première Guerre mondiale, à titre personnel. Mais je verrai assez bien qu'à la fin de cette commémoration, disons le 11 novembre 1918, pour le 100e anniversaire, alors oui, qu'on décide que tous les monuments aux morts, d'ailleurs sur les monuments aux morts, déjà vous avez la liste des morts, et pas seulement de 14-18, qu'aux monuments aux morts, qu'ailleurs, on continue de déplorer les morts de 14-18, mais qu'on enveloppe dans une sorte de chagrin et de gratitude nationale, qu'on enveloppe l'ensemble, en effet, des morts. Personnellement, cela ne me choquerait pas. Et au fond, le soldat inconnu, qu'on a installé sous l'Arc de Triomphe... Il y en a eu bien d'autres, il n'est pas unique, bien sûr. Au bout de quelques années, traditionnellement, le président de la République va déposer une gerbe aux soldats inconnus, et il y a eu beaucoup de soldats inconnus des autres guerres, et en même temps, il va célébrer le très grand Clémenceau, dans la statue qui est un peu plus bas, comme vous le savez, sur les Champs-Élysées. Ouais. Et au fond, on retrouve là cette ambivalence. Clémenceau qui avait dit, vous vous rappelez, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. C'était un peu pompeux, mais on avait bien le droit d'être un peu pompeux ce jour-là, un peu grandiloquent, et en réalité, cela disait exactement, et très bien, ce que je m'efforce de soutenir devant vous. 14-18, ça a été la matrice du XXe siècle, avec ses barbaries, avec une nouvelle guerre 20 ans après. Bien sûr, avec la révolution bolchevique aussi et toutes ses conséquences, avec la crise que la guerre porte dans ses flancs et qui a abouti à l'apparition de la bête immonde, du nazisme en particulier, du fascisme aussi, et du nazisme. Donc effectivement, cela aussi doit être rappelé. Puisque vous me parlez de ce que les jeunes générations savent ou ne savent pas, alors encourageons nos collègues, nos enseignants et les médias à leur rappeler ce que cela a été. Dès qu'on le rappelle d'une façon vivante, d'une façon riche, vous verrez que leur intérêt sera considérable, sera vivant et qu'ils sauront ce qui s'est passé. Merci beaucoup Jean-Noël Jeannet d'avoir été avec nous ce soir. C'est donc la fin de cette édition à suivre chez nos confrères d'LCP, Assemblée nationale, l'émission Le Sens du Progrès. Très bon week-end donc du 11 novembre. Merci à tous.
vois ce grand type absolument magnifique, avec cette voix cassante, une énergie incroyable, une vivacité dans l'œil. Il est capable de trouver une formule mortelle, se foutant totalement de l'impact humain que ça pouvait avoir. Il a le sens de la mise en scène. Tout homme politique doit avoir cela pour faire valoir son projet ou ses idées. C'est la condition du succès. Je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas dans ma tête ça l'est, et les instructions, elles sont claires aussi. Une même audace, un caractère intrépide, un côté brutal. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. S'ils mettent leurs deux intelligences face à face, ils vont s'entendre. S'ils mettent leurs deux passions face à face, il est clair que ça fait des étincelles et ça peut être une extrême violence. Les Fauves, un documentaire de Patrick Rothman, samedi à 15h15 sur Public Sénat.